travailler 1 heure de plus ce soir en sacrifiant 1 heure de sommeil. C'est littéralement détruire mathématiquement 2 heures de productivité le lendemain. C'est la taxe physiologique implacable que le cerveau nous impose quand on refuse de s'arrêter. Ouais, le mot taxe est vraiment bien choisi. On paye toujours l'addition à un moment donné. Exactement. Et justement, lors de notre dernière exploration, on a vu comment verrouiller son esprit, comment bloquer les distractions pour plonger dans cette fameuse hyperconcentration. C'est un état presque grisant, on abat un travail colossal. C'est grisant, oui, mais maintenir cette focalisation extrême, ça exige un prix neurologique qui est juste exorbitant. Et c'est tout l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre cette taxe cognitive. Il s'agit vraiment de décoder l'art subtil et franchement vital de la déconnexion stratégique. Parce que relâcher la pression, en fait, c'est pas un abandon. Non, pas du tout. C'est ni un abandon, ni un signe de faiblesse. C'est littéralement le seul mécanisme biologique capable de recharger la machine. Du coup, comment ça se passe dans notre crâne physiquement? Parce qu'on a souvent cette illusion, surtout dans notre culture du travail moderne, que l'énergie mentale, c'est une ressource infinie. C'est le grand mythe, ouais. On a cette croyance très ancrée qu'avec suffisamment de volonté, on peut forcer le cerveau à produire indéfiniment. Mais la neurologie dresse un tableau radicalement différent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque physiquement? Eh bien, quand la réserve d'énergie métabolique baisse, notre espace attentionnel se rétrécit de manière très concrète. L'espace attentionnel, c'est notre mémoire de travail en fait. C'est cette zone cognitive très spécifique où le cerveau maintient les informations en temps réel pour accomplir une tâche. Ok, je vois. C'est un peu comme un plan de travail, en fait. C'est exactement ça. Et cette ressource est hautement volatile et surtout physiquement limitée. J'aime beaucoup cette image. Décortiquons un peu ça. Si on imagine cet espace attentionnel comme un véritable établi d'artisan. Le matin, après une bonne nuit de sommeil, l'établi est vaste, il est vide, parfaitement propre. Ouais, tout est prêt pour travailler. Voilà. Et au fil de la journée, chaque nouvelle tâche, chaque email qu'on lit, chaque petite décision qu'on prend, ça vient déposer un outil ou un bout de matériau sur cette surface. C'est une excellente analogie. Et au fil des heures de concentration, la surface se remplit, inévitablement. Et au bout d'un moment, l'établi est tellement encombré d'informations résiduelles qu'il y a juste plus de place physique pour assembler quoi que ce soit de nouveau. C'est ça. C'est exactement la mécanique de l'épuisement. La charge cognitive a totalement saturé le système. Et c'est la raison biologique qui explique un phénomène qu'on a tous connu, relire la même phrase d'un rapport 4 ou 5 fois de suite sans rien comprendre. Ah oui, l'horreur. On lit les mots, mais le sens ne rentre pas. Voilà, parce que la vision fonctionne, les mots entrent bien par le nerf optique, mais l'établi est tellement surchargé que l'information n'a littéralement nulle part où se poser pour être décodée. Le réseau exécutif du cerveau n'a juste plus l'énergie pour maintenir ces données actives. C'est fou quand on y pense. Et il me semble que les données cliniques sur la récupération de cet espace sont assez impressionnantes. Elles sont vertigineuses, ouais. Une véritable période de repos, ou mieux, un cycle de sommeil complet, ça permet de nettoyer cet établi et d'augmenter sa capacité de 58%. Attends, 58%? Mais c'est énorme, ça change complètement la donne. Carrément, c'est pas juste un petit rafraîchissement, c'est une transformation radicale de notre capacité à résoudre des problèmes. Mais oui, parce qu'avec un espace élargi de 58%, au lieu de galérer à jongler avec 2 concepts en même temps, le cerveau peut en manipuler 5 ou 6 simultanément, repérer des schémas et trouver une solution beaucoup plus vite. Exactement. Le repos devient alors un avantage compétitif massif. Mais le problème, c'est que face à cet épuisement, notre réflexe classique est souvent catastrophique. Tu veux parler de ce qu'on fait quand on décide enfin de faire une pause? Ouais, on décide de s'arrêter, mais on le fait de la pire manière possible. C'est ce qu'on appelle le concept de la fausse pause. Et c'est probablement l'un des plus grands saboteurs de la concentration moderne. La fameuse pause où on attrape son téléphone. L'humain ressent la fatigue, la concentration vacille, l'établi est plein. La décision logique, c'est de s'arrêter. Sauf que la traduction de cet arrêt, ça se résume à ouvrir un nouvel onglet pour lire les infos ou à scroller frénétiquement sur un réseau social. L'intention de base est bonne pourtant. On veut s'évader, changer de contexte. C'est sûr, on se dit que puisqu'on ne travaille plus sur notre dossier, le cerveau se repose. Mais c'est une méconnaissance totale du fonctionnement de notre cortex préfrontal. C'est l'erreur de croire que changer de sujet équivaut à un repos. Moi, ça me fait penser, si on file la métaphore du smartphone, quand la batterie affiche 2%, le système passe en économie d'énergie, il baisse la luminosité, il ralentit tout pour survivre. Ouais, c'est le mode survie.
Et continuer à forcer la concentration à ce moment-là, c'est comme essayer de lancer un export vidéo en 4K sur cette même batterie mourante. Ça plante. Mais le pire, c'est que scroller sur un réseau social, c'est pas brancher le chargeur. Non, c'est juste fermer l'application vidéo pour lancer un jeu vidéo hyper gourmand en arrière-plan. Le drainage continue de plus belle. C'est terrible, hein. Le cerveau ne fait donc aucune différence entre du travail et du divertissement sur écran. Absolument aucune différence sémantique. Que ce soit les colonnes d'un tableur financier ou les images ultra stimulantes d'Instagram, pour le cerveau, le cortex visuel est bombardé de la même manière. Et les centres du langage décryptent des textes en permanence. Exactement. Et en plus, les réseaux sociaux sollicitent massivement les circuits de la dopamine. Ils posent des petits défis sociaux à analyser implicitement en permanence. Donc les tablines ne se vident pas d'un millimètre. Au contraire, j'imagine qu'on rajoute encore des choses dessus. Tout à fait, on ajoute ce qu'on appelle du bruit cognitif. On maintient le cerveau en mode de traitement de l'information. Et le résultat est mathématique. En retournant au travail après ces prétendues pauses de 5 minutes, l'épuisement est pire qu'avant. L'espace attentionnel a été encore plus compressé. D'accord. Donc si vérifier ces messages ou lire des articles n'apporte aucune récupération, l'enjeu là, c'est de définir l'anatomie exacte d'une vraie pause. C'est ça. Pour que le nettoyage cognitif s'opère réellement, l'activité doit visiblement court-circuiter ce mode de traitement de l'information. Et il y a des règles pour ça, non? Comment on valide qu'une pause est une vraie pause? La littérature scientifique identifie 3 règles d'or, en fait, pour désactiver le réseau exécutif, qui est la zone responsable de la concentration laborieuse. La première règle, c'est que l'activité choisie doit nécessiter un effort cognitif minimal. Donc quelque chose de très basique. Voilà, elle doit souvent s'appuyer sur la mémoire musculaire ou l'habitude. Deuxièmement, il doit y avoir une véritable inclination, une envie de faire cette activité, même si elle est très simple. L'anticipation positive joue un vrai rôle. Ok, effort minimal et envie de le faire. Et la troisième règle? La troisième, et c'est souvent là que ça coince, c'est que l'action ne doit sous aucun prétexte être perçue comme une corvée ou une contrainte. Si un seul de ces 3 critères manque, le cerveau perçoit l'activité comme un travail supplémentaire et continue de puiser dans ses réserves. D'accord, donc on parle vraiment d'activités extrêmement simples. Se lever pour aller chercher un café, marcher quelques minutes dans la rue sans casque audio, juste pour observer les bâtiments. C'est exactement ça, laisser son esprit flotter. Il y a d'ailleurs cette idée géniale de John Lubbock qui revient dans les textes qui dit que s'allonger sous un arbre un jour d'été pour regarder les nuages flotter, c'est en aucun cas une perte de temps. C'est une démarche super active de régénération. C'est une belle image et elle est très juste neurobiologiquement. Mais du coup, j'ai une question par rapport au premier critère. L'effort minimal et l'habitude. Ça soulève une sorte de zone grise. Si une tâche ne demande aucun effort conscient, est-ce que par exemple faire la vaisselle, balayer ou plier du linge, ça peut être qualifié de vraie pause? C'est une excellente question. Parce qu'à première vue, ça ressemble quand même beaucoup plus à une corvée domestique qu'à un moment de régénération profonde, on est d'accord? On est d'accord. Mais en fait, l'exemple des tâches ménagères, c'est le cas d'école parfait pour comprendre comment le cerveau bascule d'un méta à un autre. Laver des assiettes peut s'avérer être une pause neurologique exceptionnelle. Vraiment? Ouais. Laver des assiettes? Oui, mais ça dépend entièrement de la neuroanatomie mobilisée par la personne à ce moment-là. Si l'action est devenue totalement routinière, le cerveau délègue toute la coordination motrice aux ganglions de la base. Les ganglions de la base. Oui, c'est la structure cérébrale qui gère nos habitudes et nos comportements automatiques. Une fois que ces ganglions prennent le relais, le fameux cortex préfrontal, celui qui gère la pensée complexe et l'attention soutenue, il est tout simplement mis hors tension. Ah, donc l'énergie cesse d'y être consumée? La charge mentale est désactivée par le mouvement mécanique en quelque sorte. Exactement. L'eau chaude, le rythme répétitif des mains sur la vaisselle, ça crée une sorte de transe légère. Et c'est là que la régénération opère. C'est ça. Quand le cortex préfrontal se met en veille, parce que la tâche externe ne le nécessite plus, il y a un autre réseau neurologique majeur qui s'illumine, le réseau cérébral par défaut. Le réseau cérébral par défaut. C'est quoi exactement? C'est le centre de contrôle du vagabondage mental. L'attention n'est plus fixée de manière rigide vers l'extérieur pour accomplir une tâche intellectuelle, elle se tourne vers l'intérieur. Et attention, ce mode par défaut, c'est pas du tout un dysfonctionnement. C'est le moment où on a l'impression d'être dans la lune. Voilà. Et c'est justement par ce mécanisme que le cerveau trie les informations accumulées sur l'établi. Il consolide la mémoire à long terme et surtout, il commence à tisser des liens associatifs entre des idées qui n'avaient apparemment aucun rapport. C'est fascinant. Mais ça ramène aussi à l'importance vitale du fameux troisième critère dont tu parlais,
l'absence totale de sentiment de corvée. Exactement. Le filtre subjectif est roi dans cette histoire. Parce que si la personne perçoit la vaisselle comme une profonde injustice ou une perte de temps affligeante, l'irritation émotionnelle va immédiatement réactiver la charge cognitive, non? Absolument. Le cerveau va se mettre à ruminer, le réseau exécutif s'allume en grand pour gérer cette émotion négative, et hop, l'établi se remplit instantanément de frustration, le vagabondage mental paisible devient strictement impossible. Pour certains, l'écoute du silence pour d'autres, le tricot, le jardinage. Voilà. Le seul véritable indicateur de succès, c'est l'activation fluide de ce fameux réseau cérébral par défaut, sans générer la moindre friction émotionnelle. Bon, alors, savoir comment désactiver la tension pour déclencher ce nettoyage, c'est une très bonne première étape. Mais soyons réalistes, la réalité du monde professionnel ne nous permet pas de nous déconnecter au hasard dès qu'une petite lassitude se fait sentir. Non, c'est clair. On ne peut pas juste s'en aller en plein milieu d'une réunion parce qu'on a envie d'activer notre réseau par défaut. Voilà, donc il faut s'appuyer sur un cadre, sur une sorte d'horloge interne qui dicte quand ce repos est biologiquement exigé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est pas juste une question d'envie, c'est une question de cycle physiologique incompressible. Tout à fait. Le fonctionnement de l'organisme humain, ça n'a rien d'une courbe d'énergie linéaire. La biologie, ça repose sur des pulsations. On connaît bien ça avec la science du sommeil qui a popularisé les cycles nocturnes d'environ 90 minutes. Oui, l'alternance entre sommeil léger, profond et paradoxal. Exactement. Sauf que ce modèle rythmique ne s'arrête pas par magie au réveil. Durant la journée, l'organisme reste régi par ce qu'on appelle des rythmes ultradiens. Rythme ultradien. Et ça se traduit comment concrètement? En gros, le cerveau peut maintenir un pic de haute performance et de concentration focalisée pendant une durée maximale d'environ 90 minutes. Ok, 90 minutes de travail intense. Et après? Après ce cycle, qui est biologiquement limité par l'épuisement des ressources cellulaires, il y a une chute inévitable. Un creux physiologique qui dure en moyenne entre 20 et 30 minutes. Ah, c'est ce fameux coup de barre. Celui qui nous frappe souvent au milieu d'après-midi ou juste au bout d'une longue session de travail. C'est exactement lui. Et le vrai problème, c'est notre interprétation culturelle de ce creux de 20 minutes. C'est vrai que face à cette baisse d'attention, notre premier réflexe, c'est presque de déclarer la guerre à notre propre corps. On prépare un café ultra serré, on s'asperge le visage d'eau froide, on se contraint physiquement à rester collé à l'écran. On perçoit cette baisse d'énergie comme une faille de notre volonté qu'il faut combattre à tout prix. Alors que combattre ce rythme ultradien, c'est une véritable aberration physiologique, on est d'accord? Une aberration totale, hein. Pour bien comprendre l'absurdité de cette lutte, il faut regarder ce qui se passe au niveau de nos cellules, hein. Pendant ces fameuses 90 minutes de travail intense, les neurones communiquent frénétiquement. Et cette activité consomme de l'énergie. Énormément. Cette transmission de signaux électriques consomme massivement les ions de sodium et de potassium. La réserve s'épuise. Et parallèlement à ça, cette activité génère aussi des déchets métaboliques. Des déchets, ouais. Genre des toxines. Oui, de véritables toxines qui s'accumulent dans le cerveau. Donc cette baisse d'énergie, c'est pas une faiblesse morale. C'est carrément l'alarme biologique qui signale qu'il est grand temps de vider les poubelles métaboliques et de restaurer l'équilibre chimique de nos neurones. Donc forcer la concentration à grand renfort de caféine, ça ne fait que masquer le signal d'alarme. Le café vient juste bloquer les récepteurs de la fatigue, mais il ne nettoie absolument pas notre fameux établi. Non, pas du tout. Il n'élimine aucune des toxines métaboliques accumulées. On demande littéralement à un cerveau encrassé de continuer à produire de la pensée complexe. C'est l'ingénierie inverse de la productivité en fait. On se tire une balle dans le pied. Complètement. Et le pire, c'est qu'en luttant contre ce creux de 20 minutes, on se prive d'un phénomène neurologique extrêmement précieux. Ah bon? Qu'est-ce qu'on rate? Pendant cette phase de baisse de régime, nos filtres mentaux, ceux-là même qui nous permettent d'ignorer les distractions pour rester concentrés, eh bien ils s'abaissent considérablement. La vigilance diminue. Dans un modèle de travail linéaire et classique, ça a l'air d'être une catastrophe. C'est sûr. Mais dans le domaine du travail cognitif et créatif, c'est une opportunité immense. L'abaissement de ces barrières permet à des informations stockées dans des zones très différentes de notre cerveau d'entrer en contact. Ah, je vois. Donc, le coup de fatigue n'est plus un obstacle, ça se transforme en une véritable fenêtre d'incubation. Si on arrête de lutter et qu'on laisse notre attention se disperser intentionnellement, on donne enfin au cerveau la permission de relier les points. C'est ça l'idée. Les moments de grande clarté, les fulgurances qui nous permettent de résoudre des blocages complexes, ça survient très rarement quand on pousse notre focalisation à son paroxysme. C'est toujours sous la douche qu'on a les meilleures idées, non? Exactement. Sous la douche, pendant une marche en forêt ou précisément durant ce fameux creux de rythme ultradien.
La pause stratégique toutes les 90 minutes, elle sert une double fonction vitale. Elle nettoie les toxines métaboliques d'un côté pour préparer le cycle suivant, et de l'autre, elle laisse le réseau cérébral par défaut forger de nouvelles connexions. Voilà, c'est le double effet qui se coule de la vraie pause. Super clair. Alors, ces microcycles de 90 minutes, on a compris qu'ils structurent notre journée, mais ils s'emboîtent aussi dans une économie d'énergie beaucoup plus vaste, non? Tout à fait, c'est une question d'échelle. Si les pauses de 20 minutes, c'est le petit nettoyage d'appoint de l'établi entre deux tâches, le socle fondamental, le nettoyage industriel nocturne, c'est le macro-repos, c'est le sommeil qui dicte les règles. Le sommeil, c'est le grand patron. Et là-dessus, il y a une métrique empirique assez terrifiante qui résume parfaitement le coût réel de la fatigue. Tu parles de la règle du 1 pour 2. Oui, la fameuse règle du 1 pour 2. L'observation des données sur le déficit de sommeil livre un calcul qui est juste implacable. La règle stipule que pour chaque heure de sommeil qu'on sacrifie la nuit, on perd approximativement 2 heures de productivité réelle le jour suivant. C'est le cœur même de l'économie de l'attention. L'espace attentionnel est tellement compressé par le manque de sommeil profond que le fonctionnement global s'effondre. C'est exactement ça. C'est ce qu'on pourrait appeler des taux d'intérêt cognitif usuraires. L'illusion est hyper puissante en fait. On décide de travailler jusqu'à 2 heures du matin sur une grosse présentation, intimement convaincu d'avoir gagné un temps précieux sur la concurrence ou sur ses propres délais. On a l'impression d'être un héros de la productivité. Voilà. On ampute sa nuit d'1 ou 2 heures en se disant que c'est un bon investissement, mais le lendemain, le cerveau nous facture le prêt de la veille avec des intérêts littéralement prohibitifs. La dette est recouvrée de force et sous de multiples formes. La vitesse de traitement de l'information s'effondre. Des calculs simples ou des rédactions de petits textes prennent le double du temps habituel. Et j'imagine que le taux d'erreur explose aussi. Il augmente drastiquement, oui. Ce qui nécessite des relectures et des corrections qui rallongent encore et encore le processus. Et surtout, le pire, c'est le coût de transition. Le temps qu'il faut pour passer d'une tâche à l'autre. Oui. Le temps et l'énergie qu'il faut au cerveau pour passer de ton gros dossier à un simple email, puis réussir à revenir à ton dossier, ça explose. Donc ce temps prétendument gagné pendant la nuit, non seulement il est englouti par l'inefficacité du lendemain, mais en plus il crée un déficit global. Le travail qu'on produit est de bien moindre qualité et ça nous prend beaucoup plus de temps au final. C'est un calcul perdant sur toute la ligne. Sur toute la ligne, oui. Du coup, accepter ces mécanismes biologiques, comprendre cette saturation de l'établi, ces rythmes ultradiens et le besoin de nettoyage métabolique, tout ça, ça impose un bouleversement total de notre rapport à la productivité, n'est-ce pas, Imba? C'est un changement de paradigme complet. Parce que depuis la révolution industrielle, le modèle dominant assimile le repos humain à l'arrêt d'une machine d'usine. Du temps mort, du temps improductif qu'il faut absolument minimiser pour maximiser le rendement. Exactement. Et cette vision mécanique a engendré une culpabilité super profonde autour de l'inaction. Aujourd'hui, s'asseoir sans rien faire, regarder par la fenêtre ou fermer les yeux au milieu de l'après-midi, chez la plupart des gens, ça déclenche presque automatiquement un sentiment d'inadéquation ou de paresse. C'est vrai qu'on se sent vite coupable. Mais la biologie nous démontre par A plus B que cette analogie de l'usine, elle est fondamentalement fausse. Fausse de A à Z. Le cerveau n'est pas une machine qui produit de la valeur juste parce qu'elle est allumée. Le temps passé devant un écran, c'est pas ça la métrique de l'efficacité. C'est l'énergie investie pendant ce laps de temps qui détermine la qualité du résultat. Exactement. Et donc, le grand changement de paradigme, c'est de ne plus percevoir le repos comme un vide. Le repos, c'est l'acte stratégique le plus actif de notre journée. C'est la conversion directe et physiologique du temps en énergie. Waouh! Transformer du temps en énergie, c'est l'équation parfaite qui dissout toute culpabilité. Si le repos est le seul moyen de recréer l'énergie métabolique nécessaire pour maintenir notre espace attentionnel ouvert, alors la logique s'inverse radicalement. Complètement. Ce n'est plus le repos qui devrait susciter de la culpabilité. On devrait se sentir profondément coupable de refuser de faire des vraies pauses. Et ce refus de la déconnexion, au final, c'est un véritable acte de sabotage professionnel en fait. Quelqu'un qui enchaîne les réunions pendant 5 heures d'affilée sans laisser à son cerveau le temps de purger ces fameux déchets métaboliques, il garantit que ses décisions futures seront altérées. Sa créativité sera nulle et ses interactions avec ses collègues perdront en nuance et en empathie. C'est évident, donc protéger ces cycles de repos avec exactement la même rigueur que ces sessions de travail intenses, c'est vraiment la seule voie vers une performance de qualité qui soit constante et surtout soutenable sur le long terme.
L'individu qui accomplit le plus de choses, paradoxalement, c'est pas celui qui travaille le plus longtemps. C'est celui qui gère le mieux le rechargement de sa batterie cognitive. La déconnexion s'impose vraiment comme le carburant indispensable de la concentration. Et ça amène à une dernière pensée, assez provocatrice, qu'on va laisser mûrir un peu. Je sens que ça va bousculer quelques habitudes. Sûrement oui. Après avoir absorbé cette avalanche de concepts sur la neurobiologie, l'encombrement de la mémoire de travail et la fonction cachée de notre vagabondage mental, l'action la plus productive, la plus intense et la plus stratégiquement brillante qu'il soit possible d'entreprendre dans les secondes qui suivent la fin de cette écoute, c'est peut-être de couper absolument tout signal, de fermer les écrans, de refuser toute interaction sociale immédiate et de laisser l'esprit errer librement dans le silence pendant un bon quart d'heure. Juste le temps d'autoriser le réseau cérébral par défaut à trier, classer et imprégner ces nouvelles connexions neuronales, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.